Alright, donc on fera pas comme si ça fait pas une demi-heure qu'on se parle parce que tu trouves ça malaisant à chaque fois qu'on fait ça. Mais je te l'ai pas dit pour vrai dans la dernière demi-heure. Merci de prendre le temps de Ben, me faire ça ça me fait avec moi. plaisir, hein. Ça me fait plaisir. Fait que pour ceux qui ont aucune idée, ce qui est pas normal, mais t'es qui puis qu'est-ce que tu fais dans la vie? Juste un peu parler de toi, man. Ben, ça se peut que le monde ne sache pas chier, Ça hein. se peut, mais Ça se s'ils me peut. suivent, ils ont dû te voir un peu apparaître Ouais. ici et là. À moins que je sois vraiment pas intéressant puis qu'ils veulent rien C'est ça. savoir, mais bon. Fait que, en gros, je m'appelle Philippe, ça, tout le monde le sait. Et oui, c'est écrit dans les coins juste ici. Ouais. Mais moi, je suis kinésiologue de formation, puis je fais présentement ma maîtrise à l'UQAM, en fait, là, en performance sportive. Donc, on va en parler plus en détail sur mon projet, là, mais en gros, écoute, c'est pas mal ça. Kinésiologue, posturologue, naturopathe, récemment, tout récemment, je pense que la semaine Hmm. passée. Mais sinon, ça ressemble pas mal à ça. Une vie bien plate, mais bien occupée. Ouais. Fait que là, moi je sais, mais mettons pour ceux qui savent pas, t'as eu ton bac en kin, Ouais, exactement. J'ai eu puis mon bac en là, kin. J'ai gradué en 2019 de mémoire. Ouais, avril 2019. Fait que pas l'année passée, l'autre. tu t'en vas, pas tu t'en vas, mais t'es en maîtrise. Ouais, je suis à maîtrise à l'UQAM encore. Fait que je termine, si tout va bien, je suis supposé terminer cet été environ. Puis ensuite de ça, j'ai comme projet de poursuivre au doctorat là, pour pousser encore plus loin, là. That's it. Puis c'est pas une de mes questions pour vrai, mais qu'est-ce qui fait, tu sais, on voit, je sais pas combien il y a de kin mettons, dans vos cohortes, là, mais combien, mettons, moi, je vois pas beaucoup de kin qui poussent, mettons, au niveau formation externe. Tu sais, là, tu dis, ah, moi, je suis kin, posturo, naturo. Mais qu'est-ce qui fait que toi, mettons, versus les autres, toi, tu pousses, tu sais, puis la maîtrise, tu sais, qu'est-ce qui fait que tu pousses plus loin? Ok, mais le monde m'aimeront pas ou ben non, ils vont dire ben, c'est un arnaque cette histoire-là, mais pour de vrai, si j'ai appris quelque chose dans mon bac, c'est que tu n'apprends rien dans ton bac. Pour être 100% honnête, c'est quasiment ça. Oui, la première année, on apprend la base, le système nerveux, système physiologie, ainsi de suite. Puis oui, j'ai appris, là, j'ai pas rien appris. Puis même en deuxième, troisième année aussi, on apprend. Mais c'est rien qui est. C'est beaucoup de théorie, c'est rien qui est beaucoup de terrain ou du moins que tu peux amener de façon pratique, concrète sur le terrain. Oui, je connais le cycle de Krebs, pas par cœur, mais bon, je n'embarquerai pas là-dedans parce que c'est pas ma spécialité. Mais oui, je le connais. Mais après ça, bon, il sert à quoi en entraînement? Il y en a plein de fonctions, mais à l'école, malheureusement, c'est pas axé sur voici ce que c'est, puis voici comment s'en servir pour l'utiliser avec vos clients. Il y a quelques cours qu'on embarque là-dedans, mais pas vraiment plus que ça. Fait c'est là que les formations à l'externe, puis continuer de s'updater un peu parce que oui, l'entraînement, tout, ça change au jour le jour. Il y a des nouvelles recherches, il y a des nouveaux concepts qui arrivent. Puis, à un moment donné, là, qu'est-ce qu'on savait il y a 10 ans ou 5 ans? Oh, ben, c'est peut-être plus autant vrai ou ça a changé depuis ou c'était peut-être pas vraiment ça qu'on pensait. Il y a un autre facteur qui rentre en ligne de compte. Fait que c'est important de tout le temps s'updater, se keep update. Fait que c'est un peu ce que je fais là, avec toutes les autres formations. Après ça, c'est pourquoi je suis allé chercher de l'information de posturologie. Ben, parce que de un, je l'ai expérimenté comme client, puis j'ai vu les bienfaits que ça fait que nous, tu sais, par exemple, en tant que kin, à l'école, si on se fait dire qu'on a une bascule d'épaule, on n'est pas équilibré, ah ben va étirer, puis renforcer l'autre muscle. Hein. Mais au bout de la ligne, c'est plate, mais ça marche pas. Là. Ouais. Puis ça fait 3 mois, 4 mois, 6 mois qu'on passe sur le client, puis ça marche pas, puis aucun résultat, ou presque pas. Puis en posturo, claquement de doigts, puis merveilleux, c'est fait quasiment. Là, mais c'est parce que le problème, il venait pas vraiment du muscle, il venait plus loin, le système nerveux, puis ainsi de suite. Mais ça, on ne voit pas des trucs du genre en profondeur. Fait c'est ça, c'est important de continuer à s'instruire puis à se garder à jour dans ce qu'on veut transmettre. Ah, mais tu fais bien, je pense. Parce que pour vrai, mettons, les meilleurs coachs, selon moi, c'est ceux qui ont pas nécessairement un bac en kid, mais presque oui, là, parce que pour vrai, les top coachs au Québec qui n'ont pas de bac en kid, il n'y en a pas beaucoup. Tu sais, mettons, si on parle de Jacob, Ouais, il n'y en a Amel, pas beaucoup. tu Il n'y sais, en a pas beaucoup, comme. mais si tu regardes Jacob, l'affaire, c'est que lui, il fait des heures et des heures de formation C'est ça. continue.
puis il va chercher avec les meilleurs, qu'eux, ils ont peut-être un bac en kin ou autre chose aux États-Unis, et ainsi de suite. Puis qui fait que, justement, la qualité de l'information qu'il va chercher est super impertinente et est vraie, parce que le monde se base sur, oui, des faits scientifiques, et ainsi de suite. Fait, en tout cas, en gros, faut pas faire des formations pour faire des formations, puis il faut que tu regardes c'est qui le formateur, puis de où est-ce qu'il sort son information aussi. Après ça, j'ai un mur de diplôme ici, puis écoute, j'ai pas tout repris ce qu'ils ont dit, parce qu'après ça, un va peut-être contredire l'autre à un certain point, à un certain moment donné. Après ça, tu te fais ta propre idée, tu vas chercher qu'est-ce que toi, tu veux aller chercher, puis la façon que tu veux travailler, mais c'est ça, c'est important, mais c'est important aussi de bien s'assurer de la validité des choses. C'est tough, je trouve. Mettons, dans ce monde-là, on dirait, mettons, on fait du contenu vidéo, là. À chaque fois que je fais du contenu vidéo, je me dis, ah, tabarouette, ça dépend. Genre, c'est pas. Je dis ça, mais il y a des cas que ça s'applique pas. Fait que je trouve ça tough de te retrouver dans ce milieu-là si, mettons, tu commences, il y a tellement d'idéologie, tellement de façons de voir les choses que tu es comme, ah, mais lui, il est bon, puis il me dit que c'est le même, mais là, lui aussi, il est bon, puis il me dit que c'est. Mettons, live, tu sais, moi, à travers les années, j'ai pu, tu sais, faire, OK, ouais, pour moi, ça, je trouve que ça fait plus de sens, mais pour quelqu'un qui commence, God damn, pour vrai, Ouais, ouais. il y en a des affaires. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se contredisent. Il y a beaucoup. Puis, je vais donner un meilleur exemple. Je ne dirai pas trop concret, mais des fois, à l'université, mettons, j'avais deux cours dans la même journée. Puis, c'était pas rare. Là. Puis, le monde qui était dans ma cohorte vont pouvoir appuyer ce que je dis. Là. C'était pas rare qu'on avait un cours le matin, le prof disait telle affaire, puis le cours de l'après-midi, le prof disait quasiment l'inverse, mot pour mot, puis qu'ils se contredisaient les deux. Dans la même journée, dans le même bac, dans la même année, les profs se contredisent. C'est ça, tu sais, si tu n'as pas moindrement un esprit critique ou aller pousser plus loin, tu fais quoi en tant qu'étudiant ou en tant que personne qui veut apprendre? Tu fais comme, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je prends pas, qui dit vrai, qui dit pas vrai, est-ce que les deux disent vrai? C'est les situations, les circonstances qui changent. Fait, il y a beaucoup de monde qui sont fucked up, là, qui sont perdus là-dedans. Puis après ça, c'est ça que, malheureusement, mettons exemple, beaucoup de kids qui sortent de l'école, après ça, ils vont se contenter de seulement ce qu'ils ont appris. Puis ils vont aller travailler dans un. Puis là, j'ai aucun préjugé, rien, mais ils vont aller travailler dans mettons, énergie cardio, puis ils vont rester là, puis ils vont donner la même chose pendant leurs 35 ans de carrière aux clients, même si c'est drôle, mais c'est un client qui arrive en perte de poids, il veut perdre 20 livres, puis ça prend 1 an et demi à perdre, puis même encore là, il n'a pas vraiment réussi son objectif. Tu as peut-être des questions à te poser à savoir est-ce que ton intervention est bonne, puis est-ce que tu aurais pu faire de quoi de mieux, ça? Ouais, ouais, vraiment. Mais au moins, tu sais, il y a un bac en kin. Tu sais, mettons, il y en a qui partent, incluant moi, en faisant une formation d'une fin de semaine. Tu sais, c'est fou que. Tu sais, moi, je me suis pas arrêté à ça pour vrai, là, mais il y en a qui peuvent faire une formation d'une fin de semaine ou de 1 mois, rentrer dans le gym puis commencer à entraîner. Ouais, ben ça, c'est ça. Ça, mettons, puis je suis autant le nombre d'entraîneurs que je vois qui sont meilleurs puis qui ont des meilleures connaissances que des kin, j'en vois beaucoup. Puis, je veux dire, je suis pas pour tout le monde devrait être kinésiologue, puis ainsi de suite, parce que comme je dis, à l'école, bon, ça revient au même que si tu apprends ton cours sur 1 mois, mais tu ne vas pas pousser plus loin que si tu l'apprends sur 3 ans. Oui, ta connaissance générale, globale va être plus grande. C'est normal. Tu as 3 ans versus 1 mois. Mais après ça, est-ce que tu es mieux outillé puis tu connais la vérité absolue à cause que tu es kinésiologue versus l'autre qui est entraîneur d'1 mois? Non. Les deux, ça revient au même concept. Si tu t'arrêtes à 3 ans ou à 1 mois, puis tu penses que tu connais tout pour aller chercher le meilleur de ton client puis aller chercher les résultats, tu es dans le champ. Là. Puis après ça, il y en a-tu un pire que l'autre? Est-ce que tu t'arrêtes à 1 mois, c'est pire que tu t'arrêtes après 3 ans? Bon, ça, c'est chacun sa propre opinion, mais c'est ça. Ça revient, au bout de la ligne, ça revient à la même chose. C'est que le métier dans lequel on est, il évolue constamment. Il faut tout le temps se garder à jour. Il y a je ne sais pas comment de milliers d'articles scientifiques qui sortent tous les jours par rapport à l'entraînement, par rapport au corps humain. Fait c'est vraiment, c'est ça. Là, on entend mon chien avec son. J'étais comme, on m'en parlait un moment donné. Ben ouais, ben là, on entend parce que là, arrête-moi ça, là.
parce qu'il est fatigant. Ouais, je donne un cadeau avant Noël, on n'aurait pas dû. Hein. C'est ça que ça fait. C'est ça que ça fait. Faut pas faire ça. Non, mais pour revenir plus sérieusement, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est-tu vraiment mieux aller faire. Ah, ben là, j'ai fait une formation d'un mois, ça, aller chercher ma kin, puis là, à ça, je suis kin, je peux arrêter ça là. Ben, c'est pas de même que ça marche. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de poursuivre aussi encore une fois la maîtrise. Bon, il y a plusieurs raisons à tout ça, mais une, c'est, entre autres, c'est que je pense qu'il n'y a rien de mieux que s'instruire dans quelque chose qu'on aime. Puis, tu sais, j'ai la chance de faire une maîtrise avec un directeur de recherche qui est exceptionnel. Donc, shoot-out à Alain, incroyable. Non, mais, tu sais, je veux dire, il est tellement merveilleux que tu fais tes projets, tu fais tes trucs, il est disponible pour toi, il répond à tes questions. Puis, je veux dire, mon projet de maîtrise, c'est sur le hockey. Là. J'ai joué au hockey pendant 15 ans, c'est ma passion. Puis là, je peux faire mon métier par rapport à ça, aller à l'école par rapport à ça. Il n'y a rien de mieux que ça. Fait que c'est pour ça un peu pourquoi j'ai décidé de poursuivre à la maîtrise. En plus, ça va chercher une certaine notoriété quand même. Tu vas te chercher une spécialisation. Tu sais. Après ça, moi, exemple, mon objectif un jour, c'est de travailler avec des joueurs de la Ligue nationale, puis des juniors majeurs, puis ainsi de suite, puis de faire mon gym. Bon, on en parle, Hugo, ensemble. Ouais. Ben, après ça, si le joueur, lui, veut le mieux pour lui, puis il y a 2 choix devant lui, il y a quelqu'un, on va dire 3 choix. Il y a 3 choix. Il y a l'entraîneur qui a fait une formation d'1 mois, puis on va dire, qui charge 50$ pour l'entraîner. Tu as un kinésiologue, un kin, puis il charge, on va dire, 70$ pour l'entraîner parce qu'il est kinésiologue. Puis après ça, il y a, mettons, moi qui arrive avec toutes mes formations, ma kin, plus une maîtrise en performance au hockey. Tu sais, je veux dire, le choix après ça vient quand même relativement logique où est-ce que il va aller voir la personne plus spécialisée pour lui. Ouais. J'encourage tous les clients à faire ça. Là. Mais c'est ça. Fait que, c'est un peu pour ça que je vais chercher ça. En plus de pouvoir participer, là, bon, à cause du COVID, tout est poussé, tout est annulé, tout est mis en virtuel, mais l'été dernier, j'étais théoriquement supposé aller présenter des données de recherche que j'ai obtenues, dont Hugo t'a participé et qui t'a trippé sur ça. C'était incroyable. T'as trippé là-dessus. Il faudrait qu'on voie une photo de moi qui finit ce test. Ça serait incroyable. J'aurais dû en trouver une. Au pire, tantôt, j'essaierai d'en trouver une. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, j'étais supposé aller présenter ça à San Francisco, dans un congrès. Je veux dire, tu voyages, c'est merveilleux. Tu vas à San Francisco, la vie est belle. Tout, il fait beau là-bas, les beaches, puis ainsi de suite. Puis après ça, j'allais parler, aller rencontrer des nouvelles personnes par rapport à mon sujet, mais partout à l'international, qui viennent de partout au monde. Fait puis échanger sur ces sujets-là, sur le hockey, sur la recherche. Fait que ça permet aussi de développer d'autres liens, c'est aller chercher des connexions, d'autres personnes avec qui tu peux te référer. Là. Fait que ça aussi, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. La maîtrise m'a permis de présenter justement un peu mes projets à l'UQTR, qui est l'Université du Québec à Trois-Rivières, par un sommet qui est directement à 100% sur le hockey. Fait que c'est des trucs que j'aurais pas vraiment pu faire si j'aurais pas eu de ce que j'aurais fait, puis j'aurais pas poussé aussi loin non plus. Ouais. Puis justement, ton projet de maîtrise, tu sais, là, mettons, peut-être que tout le monde sait c'est quoi, puis c'était juste moi qui était dans le champ, là, mais mettons, moi, je savais pas avant de te côtoyer que, mettons, une maîtrise, c'est pas tout le temps, c'est pas tout de même, là, mais mettons, toi, c'est un projet de recherche. Ouais. Tout dépendamment des universités que tu vas, ainsi de suite, il y a différents projets, différents types de maîtrises. Tu as des maîtrises que c'est que des cours, tu as des maîtrises que c'est justement comme moi avec profil recherche, tu as des maîtrises qui sont, je crois à l'UQAM, il y a 2 maîtrises, le profil recherche avec mémoire, où est-ce que tu dois écrire un mémoire à la fin. Puis tu as l'autre profil, je pense, c'est professionnel, axé sur l'ergonomie, fait que tu as comme un stage en entreprise à faire, ainsi de suite. Mais moi, j'ai pris le profil avec mémoire, puis ce que ça consiste, en fait, c'est que tu as certains cours de base à aller chercher sur la recherche, sur l'analyse de résultats, statistiques, ainsi de suite, puis faire des statistiques avancées. Mais après ça, tu es laissé par toi-même, toi puis ton directeur, mettons, de recherche, à tout planifier ton projet, puis ensuite de ça, aller faire ta collecte de données pour aller
ensuite de ça, analyser, écrire ton mémoire. Fait que oui, je vais à l'école, mais en réalité, pas que je ne vais pas à l'école, là, mais je fais mes choses par moi-même. Je vais chercher mes articles scientifiques, je lis, je fais ma tête sur l'idée, je recueille, je rassemble, puis après ça, un coup, je vais avoir le hockey officiel qui devrait arriver d'ici la fin novembre. Je vais pouvoir poursuivre, aller chercher ma collecte de données. Donc là, collecte de données, dans mon projet, c'est quoi? J'embarque sur la glace avec des joueurs de hockey puis je fais des tests. Ouais, justement, c'est ça ma question. Ouais. C'est quoi ton projet de recherche? Qui est le but? Pourquoi on fait cet épisode-là, là, qui est de Ouais. Je vais pas vendre le punch, je vais te laisser puncher. Fait que c'est quoi ton... Ouais, mon projet de recherche, il a changé 45 fois, fait que ceux qui le savaient il y a 1 an, ça a changé. C'est vrai, ça, que ça a changé beaucoup. Ça a changé beaucoup, pas beaucoup. Pas beaucoup, ça reste tout le temps même Ouais. affaire, mais ouais. Ouais, fait en gros, mon projet de recherche, c'est je veux voir l'impact de la force de préhension que ça a sur les performances au hockey. Donc, ce que je veux dire par là, c'est est-ce que Puis là, tu me posais la question tantôt, pourquoi c'est venu sur ce sujet-là? Pourquoi tu as décidé de faire ça? En gros, c'est quand que je lis beaucoup sur le hockey pour mes clients, puis pour faire la préparation physique, sur les articles scientifiques que je regarde, je vois que même au combine de la NHL, ils testent la force de préhension. Ouais. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le combine, c'est, si je ne me trompe pas, les deux premières rondes classées, les joueurs sont invités à se rassembler dans une arena pour faire une série de batteries de tests. Puis, ils font le test de force de préhension. Il y a beaucoup d'articles scientifiques au hockey, mais dans d'autres sports aussi, qui prennent la mesure de la force de préhension, mais il n'y a rien qui dit à quoi qu'elle sert au hockey. Ou c'est quoi ça l'impact vraiment. Il y a quelques petits trucs qui trouvent des corrélations par-ci, par-là, mais rien de OK, la force de préhension peut venir t'aider pour ça. Exemple. Il y en a un petit peu, on va le voir plus tard, là, mais c'est pas énorme. Fait que je me suis dit, puis c'est quelque chose qu'avec monsieur, madame, tout le monde, tu peux utiliser, puis qu'il y a beaucoup de normes qui donnent beaucoup de renseignements sur la force globale, ainsi de suite. Mais côté performance au hockey, bon, c'est tel que tel. Puis là, moi, je voulais voir, est-ce qu'il y aurait un impact? Puis que je pourrais trouver c'est quoi l'impact que ça a sur différents facteurs. Puis là, c'est sûr que, bon, je pourrais faire ça pendant toute une vie, puis soit rien trouver, ou soit trouver plein d'affaires. Là, j'ai 2 ans, il faut que je fasse ma maîtrise. Fait que là, il faut me concentrer sur une petite portion précise au hockey. Donc, je me suis concentré sur le maniement du bâton. Puis, j'ai divisé le maniement du bâton par le maniement de la rondelle. Donc, j'ai différents tests sur place ou en mouvement, où est-ce que tu manies la rondelle, ou est-ce que tu es en mouvement ou statique. Puis, je l'ai divisé aussi en précision et puissance de lancer, donc vélocité de lancer. Je viens de comprendre, c'est pas... Mettons, moi, j'étais sûr que c'était juste maniement de la rondelle, mais pour moi, maniement du bâton, ça n'avait pas cliqué que c'était, mettons... Ouais. Les shots aussi, c'est vraiment l'impact que ça a sur le maniement du bâton. Donc, tout ce que tu fais avec ton bâton, pas mal. Ouais, c'est ça. Cross-check, puis tout. Cross-check, puis tout. Non, mais au début, c'était avec le maniement de rondelle. Puis là, je me suis dit, c'est pas assez global ou pas assez précis. Fait que là, je l'ai remodifié le terme, j'ai mis maniement de bâton, puis là, j'ai séparé avec maniement de rondelle, puissance des lancers, puis précision des lancers. Donc, tout ce que un joueur de hockey a besoin d'avoir. Fait en gros, c'est que j'essayais de trouver quelque chose qui pourrait peut-être prédire des précisions de lancer. Ou quelque chose qui pourrait dire OK, ton lancer est rendu plus fort, il est rendu plus vite, plus puissant. Ou OK, théoriquement, tu devrais améliorer ton temps sur tel test. Donc, les tests que j'utilise, c'est des simulations où est-ce que ça peut arriver dans une partie de hockey. Donc, j'ai un des tests, ça s'appelle le Illinois, test d'agilité Illinois, où est-ce que tu as une série de cônes dans le milieu, tu as des cônes sur le côté, tu dois faire un parcours, faire des 8 dans le cône, revenir, aller dans l'autre, puis revenir. Bon. Fait que là, je l'explique pas mal vite, ça se peut que vous n'ayez pas compris, mais en gros, c'est que tu dois tourner autour des cônes, tu as des virages brusques, tu as des croisés à faire, ainsi de suite. Donc, un peu qu'est-ce qu'au hockey on doit faire. Avec une rondelle, on patine en avant, ainsi de suite, avec la rondelle. Donc, je veux voir est-ce que la force de préhension peut avoir un impact pour diminuer ce temps-là, donc augmenter ta vitesse, augmenter ton contrôle puis ton habileté avec la rondelle. Donc, si en hors-glace, tout ça pour dire que
ce que j'essaie de trouver, c'est un outil de mesure hors glace pour les préparateurs physiques, de pouvoir prédire avec quand même une bonne validité sur glace des impacts que ça peut avoir. Donc, parce que ce n'est pas tous les préparateurs physiques, ce n'est pas tout le monde qui travaille avec des joueurs de hockey qui ont accès à une glace, qui ont accès à pouvoir faire des tests sur glace récurrents pour pouvoir voir, OK, est-ce que mon training fonctionne? Est-ce qu'il y a une progression? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fonctionne, qui marche? Donc, j'essayais de trouver quelque chose qui est relativement abordable. Donc, un outil de force de préhension, ça coûte environ 600$ dans le top pour avoir le gold standard un peu. Donc, pour avoir le meilleur outillage possible pour la mesurer. Donc, c'est quelque chose d'assez abordable pour permettre aux préparateurs physiques de peut-être pouvoir voir les impacts que ça a directement sur glace. Donc, en gros, c'était ça que je voulais m'attaquer. Ensuite de ça, au doc, je vais m'attaquer sur d'autres choses parce que tout à fait la même chose, des fois, ça vient plat. Mais c'est ça. Fait que, à moins que je vois qu'il y a des résultats exceptionnels. Là. Mais en gros, c'est ça mon projet pas mal de maîtrise. Je veux voir justement la force de préhension. Qu'est-ce que ça vient affecter sur glace? Est-ce que ça vient affecter les paramètres que je vais tester, donc le maniement du bâton sur glace? Donc, j'ai trois principaux paramètres que c'est, comme j'ai mentionné tantôt, maniement de la rondelle, précision des lancers, puis la puissance des lancers. Donc, si on va y aller optimiste, je vois que la force de préhension peut avoir un impact sur ces trois facteurs-là. Donc, ça vient dire directement que si tu augmentes ta force de préhension, ben, ça veut dire que tu vas être plus vite avec la rondelle, plus agile avec la rondelle. Donc, dans un battle one-on-one sur le coin de la bande ou peu importe, ben, ça se peut que c'est toi qui garde la puck ou ben non, que tu vas sortir avec. Après ça, si ta précision des lancers est meilleure, tu vas arrêter de shotter dans le toutou du goaler, puis tu vas commencer à shotter dans les trous de façon plus précise. Donc, plus de buts. Donc, si plus de buts égale plus de victoires, plus de championnats, puis plus d'un championnat égale à un moment donné, je me fais voir, puis voir mon junior, parce que ça continue, tu sais. Ouais. Parce que le but du hockey, c'est pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est de mettre la petite rondelle noire dans le net, tu sais, en équipe. Ouais. Mais si à toutes les fois que tu shottes, tu passes de 10% de chance de scorer à 25%, ben, ça commence à être pas pire. Fait que c'est ça. Puis, je veux voir aussi la puissance. Donc, la puissance, ça a déjà été validé. Je vais le montrer plus tard, mais est-ce qu'en augmentant ta force de préhension, ton shot devient plus puissant? Donc, plus vite. Donc, encore une fois, plus que ton shot rentre vite, moins que le goaler a le temps puis de réagir et de l'arrêter. Mais il n'y a pas juste la vitesse qui compte, il y a aussi la précision. C'est pour ça que je veux voir la précision aussi. Après ça, on va faire des calculs avancés, voir les deux combinés ensemble. Est-ce qu'il faut une certaine vitesse de shot, puis de puissance, puis de précision pour avoir les meilleurs scores ou whatever. Mais parce qu'un lancer trop puissant, exemple Weber, mais qui la met tout le temps à côté du net, ça sert absolument à rien. Fait que je veux voir aussi la précision. Mon projet, c'est un peu ça. C'est vraiment nice, sérieux. Puis j'imagine que, tu sais, je pense qu'on va rentrer dans ton PowerPoint, là, mais j'imagine qu'en faisant des... Tu sais, là, on t'a parlé de hockey, mais j'imagine qu'en faisant tes recherches, en faisant peut-être tes tests, whatever, tu as pu faire des liens avec, tu sais, au bout de la ligne, mettons, tes préparateurs physiques avec, tu sais, un gars comme moi, avec Ginette ou whatever. Fait que tu as dû voir des affaires, mettons, en lien plus avec la performance dans le gym. Mettons, l'impact qu'une bonne force de préhension a dans le gym aussi. Mettons, à travers tes recherches que tu as lues, puis tu as dû voir quelque chose par rapport à ça. Il y en a beaucoup, tu sais, puis on va le voir un peu où c'est quoi la force de préhension, c'est où ce qu'elle se situe par rapport à la courbe de force, et ainsi de suite, mais... Tu peux le mettre si tu veux. Ouais, bon, je vous ai préparé un beau petit PowerPoint pour le monde visuel. Ça va être merveilleux. OK. Est-ce qu'on le voit bien? Moi, je vois très bien. OK, fait qu'on voit la présentation, là, au grand complet. Ouais. OK, good. Donc, exactement, c'est ça. Donc, la force de préhension puis les performances sportives. Donc, qu'est-ce qu'une force de préhension? Là, ma souris a décidé de ne plus marcher, je ne sais plus trop. OK. Donc, qu'est-ce que la force de préhension? Fait que, en gros, la force de préhension, c'est pour ceux qui n'ont jamais vu l'outil de mesure qu'on utilise en général, ça ressemble à ça. Ça, ici, c'est un dynamomètre, ça s'appelle. Donc, plus un dynamomètre hydraulique.
pour être plus précis, utiliser les beaux termes. Donc, les scientifiques vont aimer si je mentionne ça. Donc c'est quoi ça? C'est quoi la force de préhension? C'est une contraction qui est isométrique à la base. Donc, on va voir dans la courbe de force c'est quoi une contraction isométrique. Donc, pour ceux qui sont clients Hugo, c'est sûr vous savez c'est quoi. Donc, c'est exactement ça. C'est une contraction isométrique, donc il n'y a pas de mouvement en gros. Puis, ce que ça demande, c'est de serrer une style de poignée dans notre main. Donc, ça vient solliciter beaucoup les muscles de la main puis de l'avant-bras. C'est quelque chose qui peut sembler assez anodin, mais qui est très complexe quand même quand on pousse plus loin où est-ce qu'on regarde, par exemple, les muscles de la main et les os de la main. Donc, on a dans la main 27 os, on a également 15 joints, puis on a un degré de liberté au poignet environ de 30 degrés de liberté. Donc, Ça, mettons, là, environ 30 degrés de liberté, ça veut dire quoi exactement? c'est en termes de, tu sais, sans que l'avant-bras bouge, la Ah, pronation, OK. tout ton mouvement, mettons, du poignet Ouais. vraiment. OK. Environ un 30 degrés de liberté. Donc, tout ça, c'est des chiffres sortis de la littérature, donc de la science. Après ça, bon, peut-être que la science a évolué depuis. Je mets mes références dans le bas. Ici, on voit que c'est de 2017. Ouais. Donc, relativement assez récent. Donc, en gros, c'est ça la force de préhension. C'est pas plus compliqué que ça, mais s'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent venir l'influencer, on va les voir plus tard, mais c'est pas compliqué, mais c'est complexe quand on regarde la profondeur de la chose. Puis, il faut tout le temps aussi faire ça quand on regarde des trucs, là, c'est « Ah, ça a l'air facile » ou ben, quand tu pousses plus loin, ça peut être plus complexe ou plus compliqué. Donc, c'est ça la force de préhension. Si on revient dans les types de contractions, on a 3 types de contractions, en fait. On a les contractions concentriques, isométriques et excentriques. Donc, tout ce qui est concentrique, on va dire l'exemple, vous faites un bicep curl, quand vous montez le poids, ben, c'est quelque chose qui s'appelle concentrique. Donc, vous allez concentrer votre muscle. Puis, je ne sais pas si on voit ma petite flèche dans l'écran, mais Ouais. on la voit merveilleux. Fait qu'on voit ici, là, en fait, là, la courbe qui descend vers le concentrique. Donc, ça ici, là, c'est votre courbe de force. Plus que vous allez contracter, moins que de force que vous allez générer, en fait. Donc, en gros, cette partie-là, quand vous faites du concentrique, vous êtes tout le temps en type sous-maximal. Donc, vous êtes tout le temps en dessous de votre maximum. Donc, c'est pour ça que vous allez réussir à faire 15 reps, 12 reps, 8 reps. Vous allez être capable d'en faire plus qu'une parce que vous êtes en sous-max, donc pas à votre maximum. Quand vous allez de type isométrique, vous êtes à votre maximum. Donc, il n'y a pas de mouvement, vous forcez le plus fort que vous pouvez, il n'y a rien qui bouge. C'est vraiment votre force maximum à ce moment-là. Donc, c'est ce qui est intéressant avec la force de préhension. On vient mesurer quelque chose de maximal. Et par la suite, l'excentrique, c'est de la force supramaximale où est-ce que l'excentrique, on va reprendre l'exemple du bicep curl, quand vous descendez, quand que Hugo vous demande de descendre en 3 secondes puis que vous ne le faites pas, bien là, vous êtes dans le champ, puis vous perdez beaucoup de temps sous tension, vous perdez beaucoup de gains, mais en gros, c'est que vous perdez la phase excentrique. Donc, quand vous retenez un mouvement, souvent, c'est quand on va descendre, à l'exception de quelques exercices pour le dos, mais c'est quand vous allez retenir, quand votre muscle s'allonge, c'est de la force excentrique. Donc, on va reprendre l'exemple où est-ce qu'on dit que, mettons, au bench press, votre maximum, c'est 200 livres. On va dire que c'est 200 livres. Bien, vous allez être capable de tenir 200 livres, mais vous n'allez pas être capable de pousser parce que vous êtes à votre maximum. Fait que vous n'allez pas pouvoir, en fait, faire le concentrique parce que vous allez être déjà ici, à votre max. Fait que la barre ne bougera pas, mais elle va peut-être descendre parce que ça, c'est correct, mais elle ne pourra pas monter parce que vous êtes à votre max. Vous êtes à côté. Si vous prenez 190 livres, vous allez peut-être pouvoir en faire une rep, mettons, parce que vous êtes en dessous de votre max, peut-être 2 reps. Vous êtes en dessous de votre maximum. Donc, vous allez pouvoir la faire bouger la barre. Mais si vous mettez 225 livres sur la barre, puis que j'ai dit votre maximum est 200 livres, ben vous n'allez pas être capable de la tenir parce que votre max à la tenir, c'est 200. Vous n'allez pas être capable de la monter parce que vous avez eu de la misère à 200, à 225, impossible. Mais vous allez être capable de la descendre de façon contrôlée lentement. Donc ça, c'est votre excentrique. Vous allez aller supra-maximal, donc au-delà de votre maximum. Puis ça, il y a plusieurs méthodes d'entraînement pour faire ça, mais donc tout ça pour dire, c'est pas un cours de physiologie que je fais, mais tout ça pour dire que la force de préhension se situe dans
un type de contraction isométrique et ça vient directement sur votre force maximale. As-tu des questions, Hugo, à date? En date, moi, c'est clair? je trouve ça excellent. OK, merveilleux. Donc, comment mesurer la force de préhension? Il y a 2 critères, je vous dirais, qui est ultra important. Le premier, c'est l'outil de mesure qu'on utilise. Donc, il existe plusieurs façons de tester votre force de préhension. Si je prends un exemple super facile, vous pouvez vous prendre on va dire un poids de 20 livres, vous le tenez de même, puis vous le tenez le plus longtemps possible. Ben là, ensuite, il pourrait y avoir des calculs qui se font. OK, je tiens 45 secondes avec 20 livres, puis dans 3 mois, je tiens 1 minute. Ah, ben ma force de préhension a augmenté. Oui, mais tu n'as rien de précis. Ensuite de ça, tu as des dynamomètres, comme que je parlais tantôt. Tu en as des hydrauliques, tu en as des électroniques, tu en as où est-ce que la poignée va bouger. Donc, où est-ce que quand tu vas serrer, la poignée, elle vient se rapetisser. Donc là, tantôt, vous vous souvenez, je parlais de type de contraction où est-ce que la force de préhension pour avoir la force maximale, c'est une force qui est isométrique. Donc, il n'y a pas de mouvement. Donc, théoriquement, le seul outil que je connais puis que j'ai lu qui ne bouge pas vraiment, c'est des dynamomètres de ce type-là, hydrauliques, où est-ce que quand tu serres, tu n'as pas l'impression de serrer parce qu'il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui se passe. Fait que, mettons, pour un outil de mesure qui bougerait, là, tu as la partie concentrique un peu, c'est pas incroyable. Ouais, ça veut dire que, mettons, notre donnée, si on utilise cet outil-là, elle est un peu erronée. Genre, c'est pas la vraie. Oui, elle est un peu erronée. Puis, tu sais, si je peux donner l'exemple, Hugo, tu en as une comme ça où elle squeeze un petit peu. Elle squeeze un petit peu. Puis, quand on fait les tests, mettons, moi, j'ai exactement celle-là ici. Puis, quand on fait les tests, je score plus haut sur la tienne que sur celle-là. Puis, la raison est que, justement, j'ai la petite portion concentrique que je suis capable de venir squeezer puis donner comme un petit boost à la machine où est-ce que ça vient augmenter ton résultat. Je comprends. Fait que c'est un peu ce qui se passe avec ça. Après ça, bon, ben, si tu réutilises tout le temps ça, c'est là, je vais aller voir, je rentre dans le protocole. Après, c'est que l'outil de mesure, oui, c'est important. Puis oui, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, qui donnent des résultats plus précis que d'autres. Donc, tu sais, si je prends mon outil de mesure, la mienne ici, c'est un jammer hydraulique, un dynamomètre hydraulique, où est-ce qu'elle, cet outil-là, elle a une marge d'erreur de 4 maximale, 4 Donc, c'est pas si pire. Tandis que j'ai vu dans la littérature qu'il y en a des outils qui sont électroniques, qui sont pas hydrauliques, où est-ce qu'eux, ils ont 10, 12, 15 d'erreur. Donc, si tu scores 100, ben, c'est peut-être pas 100 que tu as scoré. C'est peut-être 85, comme c'est peut-être 115. Ouais. La différence est grande. Tandis qu'avec la mienne, si on score 100, c'est peut-être 104 ou 96. C'est ça, c'est quand même... C'est plus précis. Après ça, c'est pas la vérité absolue. Comme dans tout, il y a tout le temps des erreurs qui peuvent arriver. Mais c'est plus précis. Bon, le choix d'outils de mesure est important, mais il est encore plus important dans le contexte du protocole, où est-ce que le protocole vient beaucoup, pas falsifier, mais modifier les résultats. Ce que je veux dire par là, c'est que si on va prendre la force de préhension, exemple, avec le bras, là, on ne voit pas, là, mais complètement dans les airs, puis on force, bien, ça ne sera pas la même mesure que si on est à 90 degrés ici, en abduction comme ça, puis ça ne sera pas la même que si on a le bras le long du corps non plus. Ça ne sera pas la même que si on part d'en haut, puis on descend vers le bas, que si on part de côté, puis qu'on descend vers le bas non plus en forçant. Ça ne sera pas la même. Donc, tout est différent par rapport à la position, l'angle de l'épaule. On peut voir ici dans la petite image que le monsieur, je vous dirais, il a peut-être 85 ans, en voyant l'avant-bras. Avoir sa petite montre aussi, là. Une petite montre de vieux, ça. C'est pas jeune, cette image-là. C'est pas jeune. On dirait même qu'il y a même quelqu'un dessiné ça. Ouais, ou un fantôme. C'est dépendamment de ce que tu crois. Mais on voit ici que le monsieur, il a le bras, le coude fléchi à 90 degrés. Ben, ou regarde, peut-être 87, là, mais. Ouais. Fait que, tu sais, il y a le coude fléchi. Tu n'auras pas la même force que si tu as le coude barré. Donc, le choix du protocole est important. Il y en a des protocoles qui sont mieux pour certains types de populations, d'autres que pour d'autres. Puis c'est comme pour tous les tests, tu sais.
Après ça, ce qui est important, c'est que quand tu veux évaluer un client ou t'évaluer toi-même, c'est de réutiliser le même protocole avec le même outil de mesure pour pouvoir avoir des suivis dans le temps puis voir les comparaisons. Mhm. Fait que ça, c'est pas mal la règle numéro 1 de tout test, de tout préparateur physique, de tout n'importe quoi dans la vie quand tu veux comparer. Puis c'est la raison du pourquoi tu ne peux pas comparer non plus n'importe qui avec n'importe qui, parce que peut-être que lui, il ne l'a pas fait de la même façon que toi. Ouais. Ou il n'a pas utilisé le même test que toi, pas utilisé le même outil de mesure que toi. Fait que la comparaison vient de la merde. Tu ne peux pas faire ça. Puis mettons, je le pousse peut-être loin, là, mais si on prend ton exemple de tu mets ton bras complètement en haut, puis tu viens le descendre, si on se rappelle que la force de préhension, mettons, c'est isométrique, si tu descends, il y a un certain momentum, il y a une Ouais. certaine portion, tu sais, comme, est-ce que ce serait comme, hey, bon, on n'a pas fuck ce protocole-là, mais comme, c'est peut-être pas le meilleur, puis on est mieux d'être statique quand on le fait parce que c'est isométrique, on va être isométrique comme à 100%. Euh, ça dépend dans quel objectif que tu veux le tester, le mesurer. Moi, la prochaine slide, de ce que je voulais montrer, c'est justement le protocole que j'aime bien utiliser. Mhm. Euh, puis j'ai mes raisons du pourquoi, mais fait que je vais tomber tout de suite là-dedans. Yes, Donc, parfait. le protocole que moi j'aime utiliser, c'est dans une position debout, le coude en extension, donc le coude barré, donc le bras droit, droit, droit au complet. Le départ se fait en abduction de l'épaule à 90 degrés, donc comme ça ici. Debout, le bras 90 degrés comme ça, puis on a la dynamomètre dans notre main. Donc ça, c'est vraiment la position de base que j'aime aller chercher. Je demande au client de commencer à forcer en haut, puis graduellement, il descend son bras en continuant de forcer. Donc, le plus fort qu'il peut, il squeeze, 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 squeeze. Normalement, la descente se fait environ 2 secondes. Puis, je lui demande d'arrêter quand l'épaule est en abduction, donc sur le long du corps, sans que la main touche le long du corps. Ça, c'est bien important parce que là, ça va venir booster les stats. Puis si on ne veut pas ça, ça vient les falsifier en fait. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment, on part, ce qu'on veut, je dis ce qu'on veut, mais ce que moi je veux de mes clients, c'est de partir comme ça ici. Je commence à forcer, le test commence, je descends en 2 secondes, puis j'arrête environ à ça de ma hanche. Donc, pour être sûr de ne pas toucher ma hanche. Puis je continue à forcer là un 3 secondes. Donc, ça fait un 5 secondes de maintien de l'effort. Dans la littérature, ça demande entre 2 à 5 secondes d'effort. Moi, je prends 2 secondes en descendant, 3 secondes en bas pour aller vraiment chercher le maximum le plus possible. Donc, la main est en position neutre. Donc, neutre, c'est, on voit bien comme ça ici. Fait que je vais avoir, là, on ne le voit pas, là, mais écoute, neutre comme ça ici. Fait que je viens pas avoir la main, en fait, en descendant vers le haut comme ça. Je viens pas l'avoir de même partout. Donc, main en position neutre. Puis, le dynamomètre, tu ne peux pas le placer n'importe où dans ta main. Donc, tu dois l'avoir, en fait, la base du dynamomètre dans ton pouce pour pouvoir le gripper de l'autre côté, mais dans ton pouce, donc pas dans le milieu de ta main, mais plus vers ton pouce. Puis, l'autre bout où est-ce que tu viens forcer, tu dois l'avoir dans ta deuxième phalange de doigt, donc après ta première jointure de doigt. Donc, ici, en dessous, parce que tu tiens. Donc, ça, c'est la position, en fait, la plus recommandée pour avoir les résultats les plus précis. Puis, comme j'ai mentionné, je maintiens la force pendant 5 secondes au total. Donc, ça, c'est le protocole que j'utilise. Là, pourquoi j'utilise avec un mouvement? Ouais. C'est simple. C'est que moi, selon mon type de clientèle, que j'ai des sportifs ou des athlètes, puis quand j'ai monsieur, madame, tout le monde, ils s'entraînent comme des athlètes. Donc, je vais aller chercher le maximum qu'ils peuvent aller chercher. Parce que c'est pas tout le monde qui va être capable d'aller chercher leur maximum quand ils ne bougent pas. Puis, quand ils viennent squeezer, ils n'ont peut-être jamais fait ça. Ils sont pas allés aller recruter 100% toute leur... ça, c'est un autre débat, là, toute leur fibre musculaire. Puis la connexion avec le cerveau puis le système nerveux ne se fait pas bien avec tes muscles. Donc, ça, c'est un autre débat. On pourra refaire une autre capsule là-dessus, mon gros, ça va me faire plaisir. Mais... Yes. Fait que, en gros, c'est ça. Fait que pourquoi j'utilise ça, c'est que je vais aller chercher, justement, plus qu'ils vont descendre, plus qu'ils vont aller chercher de la force, puis qu'ils vont être en mesure d'aller squeezer leur maximum en bas, en allant chercher un petit momentum. Puis, avec l'outil que j'utilise, qui est le jammer hydraulique, la poignée, elle ne squeeze pas. Donc, il n'y aura pas beaucoup d'influence sur le test en tant que tel, la poignée. C'est juste que le fait de bouger
ton bras en descendant, tu es capable d'aller... C'est ce que j'ai remarqué en fait avec l'expérience puis avec les tests que j'ai utilisés, c'est que le monde scorait un peu mieux parce que justement, il était en mesure d'aller chercher plus de recrutement parce qu'il avait l'impression de forcer de plus en plus fort en descendant. Mais après ça, c'est ça. Si tu pognes un dynamomètre où est-ce que la poignée à squeeze, ben là, ça va venir influencer un peu plus les résultats encore qu'à la base. Donc, c'est ça. Ensuite de ça, dans la littérature, il y a beaucoup de trucs qui disent que quand on est en haut, position en haut, c'est là qu'on est le plus fort versus côté et en bas. Donc, moi, si on revient sur ma maîtrise, ce que je fais, c'est que je teste en haut sans mouvement, milieu sans mouvement et en bas sans mouvement. Donc, il n'y a pas de mouvement qui se fait du bras, c'est en position statique, on squeeze le plus fort possible pendant 5 secondes. Donc, ça, c'est ce que je veux voir parce que je veux voir, en fait, au hockey, quelle prise de force d'appréhension est la mieux pour la tester. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Fait que, il y a plusieurs positions, il y a plusieurs protocoles. L'important, c'est vraiment de s'en pogner un, puis de trouver la raison du pourquoi on prend lui. Moi, c'est justement parce que je vais aller chercher le maximum de mes clients, puis que j'ai remarqué que quand ils squeezent en descendant, ben ça va chercher vraiment plus leur maximum. Donc, après ça, il y en a d'autres, par exemple, comme le petit vieux de 85 ans qu'on avait, ben lui, n'en dit pas il perd déjà toute son énergie en levant son épaule. Peut-être qu'il n'est même pas capable de se rendre jusque-là. Ouais. Fait que lui, c'est la position la plus simple, c'est le coude à 90 degrés. Puis même que là, tu vois, il était debout. Moi, j'aurais fait faire assis. Son test. Mm-hmm. Mais c'est ça. Fait, parce que debout versus assis, debout, tu es plus fort qu'assis sur les tests de force d'appréhension. Après ça, couché sur le dos, tu es encore moins fort qu'assis. Donc ça a tout été testé. Puis c'est dans l'article de justement Cronin en 2017. Lui, ce qu'il a fait, c'est une revue de la littérature. Donc, il a pris tout ce qui s'est écrit dans la science sur la force d'appréhension, puis il a fait un gros résumé. Puis je dis gros résumé parce que c'est une centaine de pages, c'est quasiment un livre. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, il est allé rechercher tous les protocoles, tout ce qui se faisait dans les sports, puis il a tout fait un résumé de tout ça. Donc, moi, je suis allé chercher vraiment ce qui se faisait par rapport à mon sport, par rapport à ce que je demande de mes clients, puis je l'utilise. Fait que j'encourage le monde quand même à prendre le protocole que j'utilise parce que, bon, il est simple, il se fait bien, on a des bons résultats avec tout ça. Mais en gros, c'est ça pour le protocole. OK. Puis, ben, c'est ça, ma prochaine question, c'était pour... je sais pas pourquoi je veux tout le temps donner des noms à le monde fictif, là, mais mettons... À cause de tes avatars, ça. Peut-être. Je vais l'appeler Vini, il va se reconnaître. Mettons, Vincent, il se dit... Ah, ben, pourquoi c'est important pour moi, mettons, moi, je veux prendre la masse ou je veux augmenter mes lifts principaux, que ce soit, je veux être plus fort sur mon bench, sur mon deadlift, ou la fille qui veut juste être plus forte, perdre du gras. En quoi, elle, genre, c'est important, sa pause d'opération? Parce que je suis sûr qu'il y en a qui écoutent présentement et qui doivent se dire ah, c'est rien que pour les sportifs. C'est rien que bon pour les sportifs. Je suis sûr qu'il y en a, pour vrai. Puis ça se peut, bon, j'ai déjà eu cette pensée-là, moi, avec au début. Fait que, mettons, ce serait quoi, toi, ce que tu leur dirais à ce monde-là? Genre, qui se disent ah, pas important pour moi, ça. Ben, écoute, j'arrive là. Son importance. Donc, je pourrais en nommer 10 points, je pourrais en nommer 25, je pourrais passer 4 heures à en parler. Je vais me consacrer à seulement 3 points. 3 points, pardon. Donc, le premier, tenir des objets. Donc, dans la vie de tous les jours, vous allez tenir des objets, vous allez prendre des trucs, tout dépendamment du métier que vous faites ou les travaux que vous faites. Si vous êtes moindrement manuel, l'exemple, on va dire quelqu'un qui travaille dans sa cour arrière, il faut qu'il charrie là, j'utilise des beaux mots, qui charrie une barouette. Hein? Nice. Ça vient de Val-d'Or, ça. Ça vient de l'Abitibi pur et dur. Mais qui transporte un voyage avec l'aide d'un appareil, d'un outil à une roue et deux. Un voyage. Mais il transporte la terre, on dit, dans une barouette. Donc, il faut... Puis le nombre de personnes que ça arrive, puis je veux dire, même moi, avant, quand je faisais des travaux chez mes parents, il fallait que j'en fasse des fois des voyages, des transports de barouettes, tu sais. Mais... Ouais. Puis le nombre de fois que je prenais des pauses, des fois, parce que mes mains, ils brûlaient, puis il fallait que je lâche. Ben ça, la force de préhension, ben ça peut venir vous aider pour ça. C'est aussi cave que ça. Là, après ça,
on va dire, petite Jessica, 28 ans, qui ne fait pas ça, là, ben, elle, c'est peut-être pour une autre affaire, tu sais. Quand elle se maquille le matin, peut-être qu'elle pogne des crampes dans les mains ou qu'elle a de la misère parce qu'à un moment donné, elle vient de brûler. Ben, ça peut être aussi cave que ça. Fait que plus que ta force de préhension est grande, ben, plus que normalement, là je parle en règle générale, tu es en mesure de pouvoir de tenir un certain pourcentage de ton max longtemps. Donc là, tu vas me dire, c'est ça, le monde va me dire, ben oui, il est cave, lui, un crayon de maquillage, je connais pas ça, là, mais ça pèse 3 grammes. Même si je score 20 kilos sur mon test, ça sert à rien. Ben, 3 grammes sur 20 kilos, c'est X pourcentage. Ben, c'est ça. C'est que si tu es capable de 3 grammes à la place au lieu d'être sur 20, ben, c'est mieux. Tu es capable de tenir un certain pourcentage qui est normalement environ 75-80% plus longtemps parce que tu deviens plus endurant sur ton maximum. Donc, si ton maximum est 80, on va prendre un chiffre facile là, pour les calculs. Donc, si ton maximum est 100, puis tu es capable de tenir pendant, on va dire, 5 minutes, 80%. Mettons. Ben, tu es capable de tenir 80 kilos fictif sur plus long. J'avais dit quoi, 7 minutes? Ouais. OK, sur 7 minutes. Ben, si tu mets à 120, là, je viens de perdre le calcul, mais on s'entend que ça vient d'être plus que 80. Ah ouais. C'est presque le 100 que tu viens de pogner. Où est-ce que tu étais à ton. Fait que, en gros, c'est tenir des objets. Quelqu'un, moi, je vais prendre l'exemple dans un métier, on va dire pompier, on va dire dans la construction, tu tiens des affaires longtemps. Je vais prendre un de mes exemples, puis je l'ai vécu, dans les mines, où est-ce que tu tiens beaucoup d'appareillage, que c'est pesant, c'est lourd, puis souvent sur du long temps, ben ça vient quelque chose d'important, en fait, de venir travailler ça, parce que ça vient faciliter la tâche de la vie de tous les jours, dans ton quotidien, sur ta santé. Donc, c'est pas juste dans les sports. Après ça, si on prend l'exemple dans les sports, tenir des objets, tout ce qui est sport avec bâton ou que tu tiens quelque chose, qui est lancé aussi, donc baseball, exemple que tu dois battre ou tu dois lancer des balles, la force de préhension est fortement étudiée et est fortement corrélée avec plusieurs aspects de la performance. Au hockey, ça commence à se montrer que justement avec l'utilisation du bâton, ben, c'est quelque chose, un facteur qui vient influencer. Puis on va le voir plus tard. Mais fait que tout ce que tu tiens dans tes mains, c'est ta force de préhension. Peu importe la force, la pesanteur ou le temps que tu l'utilises, c'est ta force de préhension. Après ça, généralement, plus que tu es fort à des places, plus que tu as un contrôle, là je dis généralement, là, parce qu'il y en a que ça peut être tout croche, là, mais plus que tu as un contrôle de tes muscles, donc mieux que tu optimises tes mouvements. Fait après ça, il y a tout l'aspect que tu deviens plus habile avec tes mains, tu deviens plus fort, tu as un meilleur contrôle, ainsi de suite. Oui, là, je parle en gros général, là, parce qu'il y a beaucoup d'aspects qui peuvent être appliqués là-dedans. Mais c'est ça. Fait que tenir des objets. Tu avais quelque chose, tu le dire, Hugo? Ouais, mais ça va, genre, tu vas y venir dans 2 millisecondes probablement, là, mais si on fait des liens et on évite, là, on se dit si ça améliore, mettons que je peux tenir ce crayon-là pendant X nombre de secondes, ben, dès que je vais prendre un objet on va appeler ça un dumbbell, que le monde va te servir, ça va avoir un impact direct sur ma force sur n'importe quel exercice. Genre, n'importe quel exercice. Ouais. Ouais, 100%. Puis c'est ça, je vais en parler tantôt, mais ouais, tu as 100% raison. Puis écoute, je vais même lancer une question, là, puis le monde y répondra s'ils voudront répondre ou ils te l'écriront à toi ou à moi. Là. Ouais. On va se mettre en contexte qu'on était au secondaire, il fallait écrire on n'avait pas d'ordinateur, il fallait écrire à la main. Là. Ouais. Il y a combien d'entre vous qui pognaient des crampes et qui bon. devaient arrêter d'écrire? Ah, écoute. Je lève ma main. Non, mais c'est vrai. S'il n'y a personne qui lève sa main, je ne le crois pas. Je le crois pas. C'était-tu assez pénible? Puis là, tu écrivais, puis là, plus en plus que tu pognais une crampe, plus en plus tu serrais fort, puis plus en pire que c'était. Ça ne se dit pas de plus en pire, mais moi, je l'utilise. Ouais. Mais c'est bien correct. Ouais, mais en gros, c'est ça. Fait, après ça,
je me remets en contexte, que je compare secondaire 5, exemple, avec université, où est-ce que j'avais des fois encore à écrire des trucs selon les cours, ben drôlement, là, il y a beaucoup d'aspects qui peuvent venir influencer tout ça, mais au secondaire, on écrivait beaucoup, puis je pognais des crampes. Pourtant, j'étais habitué d'en faire, mais je pognais des crampes. Puis plus qu'à l'université, où est-ce que j'écrivais beaucoup moins. Ouais. Puis la différence entre les deux, ben, c'est que j'ai 5 ans, 4 ans que j'ai commencé très fortement à m'entraîner, puis ma force de préhension a fait pouf. Là, je dis pas que c'est juste ça, mais tu vois, la coïncidence est quand même drôle. C'est fou pour eux. Je n'avais jamais associé ça. Ben, tu Même, vois, c'est quand? Mais ça fait pas tant longtemps, je sais pas pourquoi il fallait que j'écrive avec ma main, là, mais puis j'étais comme, calique. Tu sais, des fois, tu écris des lettres parce que tu es romantique dans la vie. Puis j'étais vraiment genre, voyons, si je peux pas finir genre une page sans arrêter. Faut que j'arrête parce que j'ai vraiment. Fait que ça, c'est vraiment. Genre, tu peux améliorer jusqu'à tenir un crayon. C'est quand même assez. ben, ça, tu C'est quand sais, même assez fou quand tu te dis si tenir un crayon, ça a un impact, imagine pousser une barre, tirer, se tirer, whatever. C'est fou, là. ouais, c'est vrai ça, je m'en allais dire, c'est que t'es pas capable de tenir un crayon, ben, si tu veux t'entraîner au gym, comment tu fais pour pousser ta barre, lever ton dumbbell? Puis si tu fais des sports, comment est-ce que tu fais pour contrôler ton hockey, que tu tiens quand même relativement fermement sur le long terme? Puis après ça, de pouvoir, à la fin de ton chiffre, faire un lancer, mais tu commences à être brûlé, tu as de la misère à tenir ton hockey. Ben, pose-toi pas de questions, tu sais. Ouais. Fait alors ça, oui, comme je dis, je veux le répéter avant que je me fasse rentrer dedans, mais il y a plusieurs autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Sauf que ça en est un des facteurs. Si tu es capable d'améliorer ce facteur-là, si tu améliores de 5% ton overall, ben, c'est 5%. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Ouais. Puis comment, mettons, une personne qui se dit OK, je suis vendu. Comment, mettons, y a-tu OK, je score tant sur le test, fait que là, je dois l'améliorer, fait que je dois avoir des exercices de ça, ou c'est juste genre, hey, tout le monde devrait en faire 300 fois par semaine, 2 fois par année, whatever. Y a-tu comme. C'est sûr qu'il n'y a pas des études autant poussées là-dessus, là, mais toi, c'est quoi ton thinking par rapport à. Y a-tu un barème où, OK, là, cette personne-là est faible, fait que j'en mets à tous les workouts? Et c'est quoi, mettons, par rapport à ta programmation dans un programme? Ouais, ben, tu me devances, Hugo, tu me devances. OK. Mais je retiens ta question, puis dans une slide, c'est à toi. Parfait. Donc, je finis ça vite, vite. Donc, le critère numéro 2, c'est que ça vient mesurer la force globale des individus. Pardon. Donc, généralement, en règle générale, plus que ta force de préhension est haute, plus que quelqu'un est fort. Partout dans le corps. Ça a été démontré. Donc, critère numéro 2, pourquoi c'est important? Ben, pour ça. Fait que c'est pas à cause que tu es fort de même que tu ne seras pas fort dans le bas du corps. Généralement, il y a des relations qui se font. Donc, ça peut être un bon outil de mesure, justement, pour mesurer une idée globale de la force générale de l'individu. Donc, que ce soit préparateur physique, entraîneur, peu importe, si tu as accès à un dynamomètre, ben, on s'entend que c'est pas mal plus facile de faire un test de 5 secondes de chaque côté, 3 fois, donc ça prend dans le top 3 minutes à faire, à peu près avec tes temps de repos. Ben, tu as une idée, un portrait global de ta personne, de ton client, versus aller dans le gym, faire des tests de 1RM puis risquer de se blesser. Puis que ça prenne 1h30, 2 heures. Donc, ouais. c'est de là aussi l'importance. Puis, point numéro 3, je te dirais que c'est peut-être lui j'utilise le plus, ou je l'ai mis 3, mais c'est quasiment un des plus importants. Ça permet de faire un suivi de progression. Donc, au fil du temps, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'améliore là-dessus? Donc, ça peut être un outil qui est important pour ça. Puis aussi, c'est très important pour faire la programmation. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a des faiblesses à certains niveaux? Donc, ça peut être intéressant pour ça. Puis, je reviens dans 45 minutes quasiment. Donc, je reviens quand je parlais de la courbe de force. Isométrique, concentrique, excentrique. Donc, généralement, plus que tu vas aller dans l'isométrique,
puis tu vas aller dans du supramaximal, ça va aller stimuler beaucoup plus ton système nerveux. Donc, à partir de là, je vais faire ça un short résumé, là, parce qu'on pourrait en parler longtemps, mais ta force de préhension, ça peut être un outil de mesure pour voir est-ce que ton système nerveux serait optimal aujourd'hui pour pousser tes charges au gym. Ça arrive souvent que je vais tester, mettons, un athlète, il est fresh. Là. Il est fresh, ou un client, fresh, il ne s'est pas entraîné depuis les 2 derniers jours, rien fait. Fait il s'est bien couché, il a bien dormi, il n'a pas de stress, ainsi de suite. Bien là, son système nerveux, son corps, normalement, il devrait être optimal pour s'entraîner. Donc, moi, c'est souvent là que j'utilise mes tests. Là, je prends mon baseline, je fais mon test de force de préhension, mes autres tests. Donc, normalement, je devrais avoir mon 100% sur ces tests-là. Ça, c'est mon baseline. Après ça, moi, je l'utilise avec mes athlètes dans le gym. Donc, avant de s'entraîner, souvent, je vais prendre une force de préhension, je la teste. 1 fois, 2 fois dans le top, juste pour voir il se situe où. Si dans son baseline, quand il était à 100%, il était fresh, il a scoré, on va dire 100, puis que là, il score 80. Ben, écoute, mettons, il score 80 après un mois, avant son workout. C'est pas vrai qu'il a perdu 20 kilos de force de préhension en un mois quand il s'entraîne. Impossible. Impossible. À moins qu'il s'est blessé, mais encore là, c'est impossible, tu sais. Fait que ça me dit, OK, il y a quelque chose qui se passe. Il n'est pas capable d'aller contracter à 100% ou à son baseline. Ou même que théoriquement, après un mois, il serait peut-être rendu, pas à 100, il serait peut-être rendu à 103. Là. Mais il n'est pas capable d'aller les chercher. Ben, il y a quelque chose qui se passe. Peut-être que c'est le système nerveux qui n'est pas optimal. Peut-être que le système nerveux il se divise en 2 branches, le sympathique, le parasympathique. Le sympathique, c'est lui qui vient activer, qui va stimuler tous tes systèmes dans ton corps pour justement performer dans un gym. Par exemple, ton parasympathique, c'est plus lui qui va dire OK, il va te coucher le gros parce que c'est à terre. Là, la batterie est à terre, il faut que tu la charges. Tu sais. Ben, peut-être qu'il se situe plus dans le parasympathique. Puis c'est la raison du pourquoi il n'est pas capable de contracter à 100%. Fait que ça peut être un outil de mesure avant un workout de regarder, hey, OK, est-ce que mon athlète, mon client est optimal à faire son workout? Ou, tu sais, même, il y en a qui voudraient faire ça, c'est l'acheter pour eux-mêmes puis à regarder, mais moi, je serais curieux de faire une étude qui ne sera jamais financée, je pense, mais tu prends une gang de gars, filles, qui aiment faire le party le week-end, tu testes la force de préhension, comme tu as dit, baseline, quand ils sont fresh, puis le lundi, tu retestes quand ils reviennent de leur fin de semaine, olé, ils n'ont pas beaucoup dormi, ils ont bu beaucoup d'alcool. Je suis curieux pour vrai de voir à quel point genre, sont capables de produire moins de force. Eux, ils s'en rendent pas compte. Là. Genre, ils rentrent dans le gym puis ils continuent le workout, mais à quel point, tu sais, là, ça dévie, là, mais mettons, la fin de semaine, un Christy d'impact sur la semaine qui s'en vient. Mais avec cet outil-là, nous, en tant que coach, on peut le faire. Mais quelqu'un qui n'a pas nécessairement de coach, il pourrait se prendre une petite machine, là, au pire, prends pas elle à 600, mais check voir en faisant ta fin de semaine. Tu te situes où si tu scores à 100, puis là, tu scores à 60, comme il dit. Ouais, peut-être quelque chose 100%. qui marche pas. Puis c'est... Oui, ça va affecter, mettons, c'est sûr que ça affecte la force de préhension, mais il y aura plusieurs facteurs qui vont influencer ça, dont le HRV, qui est la variabilité, variabilité cardiaque, où est-ce que, tu sais, moi, j'ai la Oura Ring, où est-ce qu'elle mesure ça, la variabilité cardiaque, puis elle permet de justement sortir un score de readiness. Est-ce que je serais prêt ou optimal à X% de faire mon workout? Ouais. Puis, drôlement, quand je reviens d'une soirée, justement, olé, dans le temps qu'on pouvait faire du olé, c'est ça. Ben, c'est drôle, mais mon score était à chier. Là. Mon sommeil était capote, c'était de la merde. Puis, s'il fallait que je m'entraîne, je le voyais. Là. Je le voyais tout de suite. Mais c'est ça, tu as 100% raison que tout vient influencer, mais tu sais, c'est ça. Il y a le sommeil qui embarque, il y a comment est-ce qu'on a consommé, qu'est-ce qu'on a consommé, puis là, il y a d'autres affaires. Ouais. Mais c'est ça. Mais oui, 100%, ça affecte. Puis, écoute, je vais essayer de trouver, voir s'il n'y aurait pas des études là-dessus. C'est sûr que ça a déjà été fait. Ok, c'est cool. Sûrement. Je suis curieux. Tu sais, même si on est en pandémie présentement, il y en a quand même que tu vas rester à la maison et tu vas boire plus. Fait que je suis curieux, mettons, si le monde peut se tester eux-mêmes. Tu sais, même à la maison, tu t'entraînes à la maison. OK, oui, tu lèves pour la majorité des gens qui n'ont pas d'équipement, tu lèves peut-être moins de charge, tu as besoin, mais ça reste que ça a un impact direct pareil. Fait que c'est un bon outil pour le monde qui veut checker ça. Ouais.
Fait que comment l'améliorer? Ouais, En question gros, à 100 pièces. ouais, question à 100 pièces. Donc, je dirais deux critères principaux. Ouais, moi aussi, je suis tout le temps. Ça Je sais arrive pas. souvent, ça, moi, Je que je sais pas. parle, puis je me dis, pas sûr, Moi, moi, si c'est de même, ça se dit. moi je me le dis plus. Je me le Ouais, dis plus si hein, ça se dit-tu. Ben là, je le dis parce qu'on s'enregistre, là, mais ouais, sinon, là, je le dis pas pantoute. Je sais que correct. je parle tout croche comme un Ouais, bûcheron, fait que c'est correct. ça sort comme ça sort. En gros. Assumons, nous. Donc, exact. Donc, deux points, je suis sûr de pas me tromper, deux points importants de comment l'améliorer, la force de préhension. Bon, point numéro un, même que je l'aurais peut-être pu même les inverser, mais premier point, je vous dirais d'intégrer, ou Hugo intègre à tes clients, un exercice ou deux exercices spécifiques à de la force de préhension dans un macrocycle, une fois, dans le macrocycle. Donc, macrocycle va être de 12 semaines généralement, des fois peut-être 16, tout dépendamment, mais 12 semaines, dans ton 12 semaines, mettons, je sais comment tu fonctionnes, 4 Ouais. programmes, ben, un des programmes, une journée, tu mets un ou deux exercices. OK. Ou deux sur 2 jours dans le programme, là, un. Ben, ça serait une bonne façon de l'améliorer. Parce que c'est pas quelque chose que faut que tu fasses à toutes les fois. D'où vient mon point numéro 2, strength training. Donc, l'entraînement en résistance, en français, merveilleux terme. Donc, l'entraînement en général avec des poids, tu vas aller le travailler de façon immédiate, ta force de préhension, avec les exercices. Ça ne sera pas en courant que tu vas améliorer ta force de préhension. Je tiens à le mentionner. Mais ça va être en s'entraînant avec des poids. Donc, on va prendre l'exemple, le deadlift. Ouais. Combien de personnes ont de la difficulté à faire un deadlift, la grip à lâche? 15 sur 10. Non, mais pour vrai, tout le Ben, monde. c'est ça. C'est la Presque. grip à lâche. Ben, Colin, hein? C'est peut-être parce que ça vient travailler ta force de préhension à quelque part. Ou c'est peut-être qu'elle n'est pas assez forte Mhm. pour ta barre puis le poids que tu utilises. Parce que peut-être ta chaîne postérieure est bonne pour lever les 3 plates. Mais ta force de préhension, elle en arrache. Fait que là, qu'est-ce qu'ils font le monde? Ils vont faire soit une mixed grip. Ouais. Hey, là, il y en a qui aiment ça, le mixed grip. Là, moi, Ouais. je dis bravo champion. Parce que tu déformes tout ton. Tu vas faire une rotation de même, de même, ben, ça va venir influencer ton épaule, puis ça va venir influencer. Alors, ça, il y a une cascade qui se passe, de un. Fait que t'es pas optimal. De deux, après ça, les risques de blessures peuvent être plus grands pour le monde qui n'ont jamais fait ou qui start ça, mon gars, avec 3 plates. Ouais. Attention à ta statue parce que moi, j'en ai vu une couple de vidéos là, que le bicep, il lâche. Là. Et là, ça n'a pas l'air le fun. Ça n'a pas Puis, l'air le fun. mettons, pour quelqu'un qui est, j'allais dire, c'est une plate, là, mais mettons 3 plates, deux plates 25, whatever. OK? Il y a de la misère avec sa grip en conventionnel. Là, il se dit, OK, j'ai écouté Phil, il va faire des exercices spécifiques une fois par macro. Ou, OK, vu que j'ai vraiment plus de la misère, je vais en faire un peu plus. Mais d'ici le temps, est-ce qu'il augmente sa grip et qu'il l'améliore? Est-ce qu'il switch? Est-ce qu'il se met des straps? Puis c'est Ouais. quoi qu'il fait? Parce que, mettons, il va être limité dans sa charge qu'il peut mettre à cause de sa grip. C'est quoi tu fais dans ce temps-là, mettons, toi? Ouais. Ben moi, c'est soit que j'intégrais des exercices spécifiques une fois de plus, j'irais 2 fois, dans le top, parce que c'est pas quelque chose que tu vas aller améliorer. Exemple, tu passes de 100, puis 12 semaines plus tard, tu vas être à 120. Ouais. C'est long. C'est comme un RM. C'est pas vrai que tu vas booster de 20 kilos ton bench là, en dedans de 12 semaines. Là. À Mhm. moins que quelqu'un ne s'est jamais entraîné et qui s'entraîne, là, les résultats sont incroyables, mais sinon, quelqu'un qui part à 2 plates et demi sur son bench press, il ne sera pas rendu à 3 plates après 12 semaines. Là. Ouais. À moins que c'est sa sauce bien raide. Là. Mais en tout cas, ça, c'est une autre affaire. Mais c'est long à améliorer une force maximale. C'est long. Mais avant d'améliorer ta force maximale, puis qu'elle soit augmentée considérablement, ton endurance par rapport à cette force-là, elle augmente. Donc, où ce que je veux en venir, c'est que si mettons, on va dire que tu scores 100, mais que ton 80%, tu peux le tenir 2 minutes, mais qu'à force de faire des exercices du genre, tu es peut-être rendu à 100 ou 101, ça n'a pas augmenté, c'est plat, mais que ton 80%, tu le tiens pendant 6 minutes. Maintenant, Ouais. là, ta série de deadlift, es-tu capable de la faire, mon homme? Ben oui.
Ben oui, problème réglé, même si ta force de préhension n'a pas automatiquement augmenté de beaucoup. Fait que Après ça, un coup, ton pourcentage de maintien, mettons 80%, tu peux le maintenir plus longtemps, ben là, inévitablement, ton ARM va augmenter maintenant. Mhm. Puis c'est une relation qui se fait comme un peu par palier, escalier. C'est pas j'augmente la force, j'augmente la force, j'augmente la force. C'est j'augmente la force, l'endurance augmente. J'augmente la force là, à cause qu'il y a une cascade d'événements qui se fait. Mais c'est ça. Fait qu'est-ce que je ferais avec quelqu'un comme ça? Là, tu as parlé t'as parlé de strap. Ouais. Oui, les straps, moi, je les utiliserais, mais juste pour du monde, euh, mettons, qui atteignent un certain niveau, où est-ce que la chaîne postérieure est extrêmement forte, puis qui pourrait lever plus lourd. Exemple, quelqu'un qui est rendu à 3 plates. C'est souvent là que ça arrive. Là. Mettons le deadlift, là, mettons, là, je dis chez les gars, là, parce que bon, chez les filles, c'est un peu plus bas que ça peut arriver, ce plateau-là, mais Ouais. mettons à 3 plates, là, ben, j'en connais pas grand monde pareil qui peuvent faire des séries de 6 sans que la grip elle commence à vouloir lâcher. Mais, fait que, rendu à un certain stade, exemple 3 plates, mettons, en général, c'est pas mal là que je joue avec pour les gars. 3 plates, là, je commencerai à intégrer peut-être des straps. Mais pas tout le temps. Parce que là, c'est ça. À un moment donné, c'est que là, ta force, elle vient. C'est ta force de préhension qui vient négliger ton exercice. Mais toi, tu veux avoir cet exercice-là pour aller renforcer ton, ton back, ta posterior chain. Fait que là, j'utiliserais des straps pour être en mesure d'aller chercher mon bon poids pour mon exercice, pour mon but derrière tout ça. Mais quelqu'un que c'est le deadlift qui n'est pas capable, mais que, mettons, on va dire un gars à une plate, puis il y a de la misère, ben, moi, je ne mettrais pas de strap, parce que là, ça va tellement venir l'hypothéquer. J'augmenterais soit le tempo, je gosserais avec des pauses ou des trucs pour aller chercher. Puis lui, dans ce cas-là, j'irais peut-être intégrer des exercices plus spécifiques sur la force de préhension, ou j'utiliserais des exercices qui viennent stimuler la force de préhension OK. davantage, pour justement aller pallier à ce problème-là. Fait que moi, quand je vois du monde qui vont deadlifter avec la belt puis des straps pour leur warm-up, puis pour. Je me dis, calique, il serait tellement plus fort avec la force de préhension brute. Puis, tu sais, t'en vois souvent, là, je veux dire, en travaillant dans un gym, t'en vois qu'ils ne prennent même pas la chance d'essayer de s'améliorer là-dessus. Tu sais, si, on va dire, mettons, au squat, là, des knee sleeves, là, ben, Ouais. c'est la même chose. À un certain point, à un moment donné, OK, il devient importante. Là. Ça devient Ouais. important parce que le poids, il est lourd. Mais faut pas tout le temps que tu fasses ça. Parce que là, c'est comme si tu prends tout le temps un supplément de mélatonine. Tu sais, à un moment donné, ben, ton Ouais. corps il va dire je n'ai plus besoin d'en faire de la mélatonine, je m'en fais donner. Là, la journée que tu arrêtes, là, ça va pas bien. Ouais. Tu viens de te régler toutes tes hormones, tu viens de tout dérégler, ton corps ne peut plus le sécréter. C'est un peu la même chose avec la force de préhension, c'est que si tu utilises tout le temps un outil pour la compenser, elle ne s'améliorera jamais. Fait qu'à un moment donné, tu vas atteindre un plateau sur ton lift. Puis là, ton lift, tu vas dire calique, qu'est-ce qui se passe? Je pourrais l'augmenter. Le coach n'est pas bon, il ne me fait pas augmenter mon lift. Ben, c'est parce qu'il y a un petit clin, à un moment donné, à quelque part, tu n'as peut-être pas amélioré tout partout. Ouais. J'ai fait un live avec. Là, ça a complètement pas. Ben, ça a rapport, mais pas rapport avec le sujet. Avec Guy Boucher cette semaine. On parlait de Hockey Sense et tout ça. Puis lui, il amenait une vision que je vais amener en entraînement, c'est sûr. Il amenait une vision où est-ce que. Bon, le Hockey Sense, c'est une table. Puis la table a 4 pattes. Ben, si tu es boosté, exemple, mettons dans notre cas, notre entraînement, notre corps, c'est la table. Notre deadlift, c'est une patte. Le deadlift, on le booste, on le load, on le load, on le load. La patte est craquée dans les airs à 8 pieds d'eau. Mais ta force de préhension, elle est à 3 pouces parce que tu n'es pas forte. Ben, ta table, elle va être tout croche. Il n'y aura rien d'optimal. Ben, faut que tout se balance le plus possible si tu veux être optimal. En gros, fait que tout ça, je vais être une grosse déviation pour justement dire que si tu veux améliorer un certain point,
tes lifts, ben, il faut que peut-être ta force de préhension soit améliorée aussi parce qu'elle a un impact direct dessus. Après ça, quelqu'un qui va faire du powerlifting, où est-ce que l'objectif, c'est de lever le plus lourd possible, là, ce serait pas l'inverse, mais tu sais, oui, la personne a besoin d'être spécifique à son sport, puis elle a besoin de lever le plus lourd possible, avec les équipements qu'elle a le droit, parce qu'en compétition, elle a le droit de ça, mettons. Ben là, peut-être pas les straps, là, mais mettons la belt, ainsi de suite, les knee sleeves. Ben, moi, ce que je ferais avec des personnes dans cette situation-là, c'est que je leur permettrais de les utiliser, mais dans les portions plus générales de l'entraînement, je ne les mettrais pas. Puis la raison est que j'aimerais ça améliorer ça, parce que si on prend l'exemple justement de la strap, c'est que si tu es capable tu sais, mettons quelqu'un qui est pas capable de deadlifter 2 plates sans strap, mais qu'avec strap, il peut en faire 3, mais à un moment donné, oui, c'est important parce qu'il est capable d'en mettre 3 pour sa posterior chain. Mais à un moment donné, dans son 12 semaines, ben, à un moment donné, OK, il est rendu avec il faut qu'il fasse le deadlift, ces 3 semaines-là de programme. Ben, c'est ces 3 semaines-là, mon ami, que tu ne mets rien, puis tu descends ta charge, puis c'est là que tu vas travailler ta force de préhension. Ben non. Ça peut faire ça. Parce que plus que tu vas améliorer ton mouvement de base, ben plus qu'après ça, quand tu vas rajouter de l'équipement, ça va être rendu plus facile. Exact. C'est automatique. Fait que, tout ça pour dire que c'est ça. L'entraînement en résistance, l'entraînement en musculation vient stimuler la force de préhension. Tu fais un dumbbell row, tu fais un seated row, ta serre, ta poignée, ta squeeze. Ben, tu travailles ta force de préhension. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas en faire des spécifiques à toutes les fois parce que tu viens déjà l'hypothéquer pendant ton workout. Puis, fait que c'est ça. Fait que du monde de même, j'essaierais d'aller chercher des exercices que la force de préhension vient plus stimuler. Tu sais, quelqu'un qui, tu sais, la façon qu'on fonctionne, la méthode un peu à Steph, ben, c'est quelqu'un qui va s'entraîner avec des splits upper, lower, ben, généralement, il va avoir 2 journées, 2 chin-ups à faire dans sa semaine. Pas 2 reps, mais 2 journées qu'il y a des chin-ups. Ben, c'est quoi? Tu tiens ta poignée pour lever ton poids de corps. C'est pas mal, hein, la force de préhension, ça. Fait que tu viens la travailler indirectement. C'est ça. Mais c'est que là, tu vois, ça revient à un autre problème, ça. Le nombre de personnes qui sont prêtes à faire des chin-ups parce que la grippe, elle lâche. Ouais. Mettons. Le nombre de personnes qui ne peuvent pas faire un seated row comme du monde ou avec le bon poids parce que la grippe, elle lâche. La grippe est partout. Elle est partout. Fait que si ta grippe n'est pas capable d'être améliorée ou elle n'est pas optimale, elle n'est pas à 100%, ben tu viens de descendre. Mettons, si ta grippe est à 90% de ce que c'est supposé être, ben tous tes autres lifts, tout ce que tu fais ailleurs, viennent de descendre de 10%. C'est ça. Ouais. Puis le monde. Pas plus compliqué, ça. Tu sais, mettons, s'ils sont pas capables de l'associer à. Tu sais, attends, t'es moins fort sur ton row, whatever. Si on prend les deux extrêmes, là, qui est le gars, je veux prendre la masse, ben, si t'es moins fort sur ton row, ben, t'as moins de gains en hypertrophie. Mais si tu prends ta fille qui veut perdre du gras, elle fait quand même des entraînements muscu, ben, elle va perdre plus de gras en mettant plus haut ses exercices. Fait que même pour elle, c'est important que sa force de préhension soit bonne. Même si ça, tu sais, comme pour elle, c'est de la force, puis elle se dit, Chris, moi, je veux perdre du gras, je veux rien savoir de ta force. Ça reste que ça va avoir un impact. Genre, ça potentialise tes workouts. Puis tes workouts ont un impact directement sur c'est quoi ton objectif, là. Fait que. Ouais, c'est bon pour tout le monde. Il y a l'exemple aussi niaiseux que tantôt qu'on parlait, t'écris avec un crayon. C'est banal, là. Puis le monde, les étudiants font ça tous les jours. Ben, écoute, si tu es capable d'aller optimiser tes affaires, là, après, c'est sûr que là, c'est rendu next level là, quand tu veux optimiser ton écriture, mais ça reste que c'est ça pareil. C'est ça. C'est ça pareil. Fait que c'est ça. Solide. Après très ça, solide. j'arrive avec. Ben oui. Ouais. Là, je rentre dans le détail. Là. Je pense qu'on va faire une deuxième partie pour ça. Ouais, OK. Parce que on est encore. C'est pas un live, là. On record encore, mais j'arrive rarement en retard avec mes clients, mais live,
Il y a un client qui m'attend, puis il est dans le gym, puis je suis chez nous. Fait que, Non! Oh, une chance ouais, t'as non, rendu à côté. mais c'est là, puis fait que c'est correct. Quasiment un souterrain en dessous de... C'est ça, je suis Faudrait que tu fasses un proche. souterrain chez vous au gym. Je suis proche, puis c'est Hugo que j'entraîne, fait que je l'ai averti. Puis tout, mais Ah, c'est juste Hugo. On moi, continue c'est ça. ça. Ouais. Je sais que le client de midi, c'est pas Hugo, c'est ça l'affaire. C'est bon. Mais ouais, clairement, on va faire une partie 2 pour Hey, ce Hugo, slice-là, parce que pour vrai, dis-toi que. Hugo, c'est le 30 minutes de vérité, hein? Ouais, je le C'est sais, ça, si c'est c'est ça que une heure et demie. C'est ça l'affaire. Il va peut-être changer de nom. Mais j'ai pas dit non au début, by the way, parce que je suis pas sûr encore. Fait j'ai que, volé le punch. mais ça se Ou peut que c'est ça pas le soit pas punch, ça. finalement, ça sera C'est pas ça. ça. Parce que c'est pas 30 minutes. Fait que, tu sais, clairement, moi, je pense qu'on pourrait faire un heure avec l'autre, avec la force de préhension au hockey. Facile. Fait que Facile. Surtout si je m'emballe, moi, c'est c'est parti. Là. ça. Fait que, tu sais, on a couvert toute la partie c'est quoi une force de préhension, pourquoi c'est important, comment l'utiliser, comment le travailler. Fait qu'ils sont là. Fait que partie 2 force de préhension au hockey, on va faire ça la semaine prochaine. Moi, j'ai bien Parfait. hâte de continuer sur le sujet. Fait que je te remercie énormément Ben, ça fait plaisir, de moi. ton temps. J'espère que les gens ont appris. J'espère que les gens ont acquis aussi, mettons, ce que tu as dit. Parce que, mettons, moi, je suis comme. Il y a des affaires que je savais, oui, mais il y a des affaires que je suis comme. OK, Christy, je ne l'utilisais pas comme du monde. Tu sais, mettons, la mix grip, je sais que ça va causer des débalancements à long terme. Je sais que ça peut causer des risques de blessures. Mais ma cliente qui deadlift de même, que ça lâche, Mm. puis elle me dit, ah, de même, ça lâche pas. Moi, je suis comme, ben, Chris, c'est hot, ça lâche pas. Tu sais, c'est quand Ouais, même. ben oui, ben oui. Ben, Je suis hein, le content. problème, il est résolu, il est patché. Tu sais, je suis comme, je Mais, sais que c'est pas ça à long terme, mais je suis comme, OK, court terme, on va y aller de même. Je travaille sa grip en isolation, etc. Mais de voir que là, mettons, ta façon de voir les choses avec la littérature, ta maîtrise, etc., ben, pour moi, ça vient de changer ma façon de faire les choses en tant que coach. Mais pour les gens qui ont écouté, j'espère que ça a changé leur vision un peu de la force de préhension, de dire, ah, finalement, OK, l'exercice de force de préhension, c'est peut-être plus important que je pense. Tu ben, sais, ça peut avoir la cave. Là. Quand que le monde, là, t'es en retard, là, mais tu sais, quand que le j'ai monde. dit écart, fait qu'on a OK. un petit, OK. des petites Fait que, minutes. tu sais, quand que le monde me dit, ou ils me disent, ah, tu sais, à la fin du workout, ah, mais là, je suis pas fatigué, moi, après cet exercice-là, ou, Ouais, tu sais, je fais un exercice de. Il dit, ah, mets-moi des bras à la place. ouais, Ben, écoute cette vidéo-là parce que c'est direct pour ça que tu as ça, mon ami. ouais. Puis, ben, c'est ça. C'est de la. Faut t'instruire des clients, faut que tu le montres l'importance, faut que tu leur dises pourquoi, tu leur redises pourquoi. Parce Ça, que eux, ils lisent des ouais, affaires sur des sites où ils voient quelqu'un sur Instagram qui fait ça, puis hey, ils aimeraient donc faire ça. ouais, Mais c'est pas optimal pour eux. Puis, alors, quand ils l'ont essayé, ils se sont blessés. Ah, magie. Wow. ouais. C'est drôle que tu me dises ça quand tu t'entraînais avant avec charlatan sur Instagram, ben que le charlatan qui danse en story puis qui chante, qui se blesse. Ouais. Mais hein, pourquoi tu penses? Ben C'est c'est ça. ça. Parce que tu n'avais pas la bonne programmation puis tout ça pour toi. Fait que, en tout cas, Ouais. Fait que on peut partir longtemps, mais c'est ça. tu sais, c'est une corrélation qui est ultra énorme, là, mais tu peux dire, améliorer ma force de préhension va me faire perdre du gras. Ouais, Genre, tu c'est un sais, facteur. c'est énorme comme corrélation, mais oui, pour vrai, genre. Tu sais, est-ce que ça va faire la différence entre tu perds 20 livres puis tu perds 5 livres? Non. Mais ça peut faire une différence de tu veux-tu atteindre ton plein potentiel en tant que personne, en tant qu'humain? Tu veux-tu tout rendre le plus optimal possible? Tu veux-tu faire les choses à moitié ou tu veux. Moi, je dis souvent ça, les clients sont comme ah ouais, moi j'aime mieux changer mes plans aux 6 à 8 semaines. Je suis comme OK, ouais, mais l'idéal, c'est pas ça. Ouais, mais moi j'aime mieux ça. OK. T'aimes-tu mieux aller à 50 km/h pour ton objectif ou 100? Ah, 100, ben c'est ça. C'est la même chose, mettons, live, force de préhension. T'aimes-tu mieux te rendre à ton objectif à 50 km/h, l'atteindre dans 2 ans ou l'atteindre en 1 an? En 1 an, tout le monde va me dire en 1 an. Bon, mais les petits détails font la différence, puis ça, c'en est un petit détail qui font une énorme différence. Puis là, je vais dire les pires, là, mais tu sais, je les aime d'amour, là, mais les pires, c'est eux qui s'entraînaient déjà beaucoup avant. Puis là, ils viennent te voir. Puis là, tu fais des tests, puis là, ils disent ah, regarde, c'est ça c'est mes scores.
deadlift 3 plates, puis blablabla. Là, tu regardes son deadlift, il monte, il close pas son deadlift, il drop la barre pour repartir, il remonte, il drop la barre, repartir, mettons. Ben, après ça, il se demande, hey, là, ça monte plus, je suis plus capable d'augmenter. Ben, OK, regarde, on va commencer à intégrer, on va intégrer un tempo 4 secondes en descendant, mon chum. Descends, tiens-moi à bord, là, lâche la plus, là. Tu tiens 4 secondes avec une bonne technique. Tu tiens, tu descends. Ouais, mais là, parce qu'il faut que je mette une plate et demie de moins sur mon deadlift, là, marche pas, blablabla. Ben, oui, c'est sûr que c'est ça. C'est ça la vie, puis c'est ça qui arrive. Mais dans 3 mois, tu vas revenir où ce que tu étais, puis même encore plus fort, parce que là, tu viens de repogner une phase que de 1, tu négligeais totalement, puis de 2, c'est que tu viens d'augmenter ta grip avec les autres exercices. Ah, mais là, parce que là, je lève plus autant l'eau, puis ben, ouais, mais c'est pas trop long que tu vas revenir plus haut que tu étais. L'objectif, c'était quoi au bout de la ligne? C'était d'augmenter. Il n'y aura rien. Je te donnerai pas une pilule magique pour augmenter de 20 livres ton deadlift de même. Ouais. Ouais. Mais c'est parce que c'est ça. Faut que le monde arrête de. Je sais pas comment le dire, genre, ou comment diagnostiquer ça. C'est pas un diagnostic, là, mais. Faut pas utiliser ça, ça se faire ramasser par le collège des médecins. Ouais, c'est ça. Non, mais c'était pas un diagnostic que je voulais dire, là. Mais tu sais, la vérité est souvent au milieu. Mais le monde, on se. Tu sais, puis je m'inclus dans certaines facettes de ma vie, pas, mettons, dans l'entraînement, là. Mais le monde a le problème d'aller dans les extrêmes tout le temps. C'est comme, soit ça s'entraîne pas, puis ça mange comme de la merde, ou ça s'entraîne 7 fois semaine, ça coupe toute leur alimentation, ça mange 2 grains de riz puis un morceau de poulet. Puis là, c'est comme, peux-tu juste te mettre au milieu, puis comme maintenir ça? Genre, tu peux-tu juste faire ça? Le problème, c'est les 2 grains de riz, go. C'est des carbs. Je le sais, c'est des carbs. C'est là le problème. Non, mais sincèrement, tu sais, ça fait 4 ans que je fais ça, je n'ai vu plein du monde ultra motivé. C'est comme c'est trop motivé. Ils sont trop motivés, fait qu'ils ils se pitchent partout. Plus que qu'est-ce que tu dis. Ils se pitchent partout. OK, je m'entraîne, je fais du yoga, je fais du kung-fu, je médite, tu sais, comme, ils font tout, parce qu'il y a, tu sais, je sais pas, pendant 3 mois, ils ont fait 0, puis là, ils sont comme, ah, fuck, là, il faut tout que je fasse. Puis là, en malade, là, ça mène à, un moment donné, on le sait, là, que ce soit overtraining, sous-récupération, ou là, ils perdent pas sa balance. Ouais, pourtant, si je mange rien, puis, ouais, mais va pas dans les extrêmes. Mon meilleur conseil, dans n'importe quoi, reste dans le milieu, puis ça va bien aller à long terme. Genre, tu peux aller dans les extrêmes dans un très court terme, mais à long terme, fuck, reste au milieu, sincèrement. Paléo, keto, VG, on est dans les extrêmes, va juste au milieu. Ou fais ce qui est adapté pour toi, puis ça va bien aller. Fait que, parenthèse qui n'a pas rapport à force de préhension, mais... Ben, ça part de là. Ouais, ça part de là. Ça, c'est être dans le milieu, équilibre, puis les petits détails comptent. Et voilà. Fait que, énorme merci. Je vois qu'on peut te suivre en arrière. Si on voit Philippe Roy Perfoélite sur Facebook, philipperoy.perfoélite sur Instagram. Et ce petit logo est un site web, www.perfoélite.com. Fait que allez voir Phil, il est excellent. Puis il va revenir plus d'une fois sur le podcast pour jaser de sujets qui est plus pas scientifique, mais comme quoi on a besoin d'avoir comme une version de quelqu'un qui est plus, mettons, dans la science, il y a une maîtrise, etc. Fait que merci, mon gars. Ça fait plaisir, toujours un plaisir de parler avec toi, Hugo. Yes, sir.